Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un cas passionnant, celui de Christopher Duntsch, un chirurgien sadique surnommé Dr Death qui a mutilé des dizaines de patients et même tué plusieurs d'entre eux. Mais avant de commencer, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost. CyberGhost est un VPN qui masque votre adresse IP, ce qui vous permet de protéger vos informations en chiffrant vos données quand vous naviguez sur Internet. CyberGhost est un leader mondial dans la sécurité et la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et aussi l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Mais en plus d'une confidentialité et d'une sécurité accrue en ligne, l'utilisation d'un VPN présente de nombreux autres avantages. Ça vous permet par exemple de débloquer les contenus géo-restreints de plus de 40 grandes plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, Hulu, etc. et ce, où que vous soyez. Si vous êtes fan de True Crime, sachez que vous avez plus de titres parmi lesquels choisir dans la bibliothèque Netflix américaine par exemple. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez modifier votre emplacement virtuel en un seul clic et profiter de plus de contenu que jamais. Ça peut aussi être très pratique pour consulter des articles en ligne et éviter la fameuse page qui vous annonce que le contenu n'est pas accessible dans votre région, ou même pour réserver des voyages en ligne aux prix les plus avantageux. CyberGhost vous garantit une totale protection de vos données avec notamment sa politique de no logs qui garantit qu'aucun log utilisateur n'est jamais collecté ou stocké. Personne ne sait ce que vous faites en ligne, pas même CyberGhost, donc vous pouvez bénéficier d'un anonymat accru. Les plus de 9700 serveurs disponibles dans 91 pays différents vous permettent d'accéder à tous vos sites, partout, tout le temps et sans restriction, et vous pouvez toujours profiter d'une connexion rapide et fiable, bien entendu. CyberGhost est un VPN hyper simple d'utilisation et les applications sont compatibles avec tous vos appareils et différentes interfaces, que ce soit Windows, Mac, Linux, Android, iOS, téléconnecté et même console de jeu. Un abonnement vous permet de vous connecter sur 7 appareils différents en même temps et il y a une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, ainsi qu'un service client qui peut vous répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de question. Grâce au lien que vous trouverez en barre d'infos, vous bénéficierez de moins 83% sur l'abonnement de 2 ans et 4 mois supplémentaires gratuits, ce qui signifie que vous ne payez que 2,03 € par mois, ce qui est une offre vraiment très intéressante. Donc n'hésitez pas à aller profiter de cette offre si ça vous intéresse et en plus, ça soutient ma chaîne. Encore merci à CyberGhost pour sa confiance et son soutien, et nous, on va passer au sujet de la vidéo. Alors comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes en novembre 2011 dans la ville de Garland, au Texas. Kelly Martin, une enseignante de 54 ans, s'apprête à fêter Noël, une période qu'elle affectionne tout particulièrement. L'odeur des épices dans l'air, la neige, la joie ambiante, bref, tout ce qu'elle aime. Cette mère de famille se fait une joie d'accueillir ses proches dans sa maison chaleureuse et de leur préparer un délicieux repas. Mais un événement inattendu va bouleverser leur vie et cette famille ne fêtera plus jamais Noël comme avant. Alors qu'elle descend les décorations de Noël du grenier avec l'aide de son mari, Don, Kelly tombe de l'escabeau et se blesse sérieusement le dos. Malgré une longue rééducation, la douleur devient chronique et rend la vie quotidienne de Kelly très difficile. Elle, qui n'est pourtant pas du genre à se plaindre, éprouve des difficultés à cacher sa souffrance à ses proches. Elle décide de prendre sur elle pour ne pas gâcher les fêtes de fin d'année, mais elle sait qu'elle va devoir rapidement trouver une solution. Et c'est donc suite aux chaudes recommandations de son médecin traitant que Kelly décide de consulter Christopher Duntsch, un neurochirurgien spécialiste de la colonne vertébrale à la réputation prestigieuse qui vient justement de s'installer dans la région.
La première consultation de Kelly avec le chirurgien se passe très bien, il la rassure en disant que l'opération de la hernie discale est vraiment courante et qu'elle ne dure que 45 minutes. C'est une intervention de routine pour tout chirurgien spécialiste de la colonne vertébrale. En mars 2012, Kelly se rend donc à la clinique accompagnée de son mari. Don s'installe dans la salle d'attente et attend que sa femme sorte du bloc opératoire, mais 1h30 après, Kelly n'est toujours pas sortie et Don est très inquiet. Lorsque le docteur Dunch vient enfin lui parler, il lui annonce que l'opération s'est bien passée, mais que Kelly souffre énormément et qu'elle va sûrement devoir passer la nuit aux urgences. Don sent tout de suite que quelque chose ne va pas et il appelle ses 2 filles pour leur dire de venir immédiatement. Après 2 nouvelles heures passées à attendre, Don et ses 2 filles voient arriver le médecin urgentiste accompagné du docteur Dunch. Sous le choc, ils écoutent le médecin urgentiste prononcer la phrase que personne n'a envie d'entendre. On a fait tout ce qu'on a pu. Kelly est décédée d'une hémorragie interne après qu'une de ses artères ait été complètement sectionnée. Mais comment une opération aussi simple, aussi routinière, a-t-elle pu se passer aussi mal? La famille endeuillée exige des réponses de la part du docteur Dunch, mais ce qu'ils vont découvrir dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Je vais commencer par vous présenter Christopher Dunch, parce que je pense que ce sera vraiment plus utile pour comprendre la suite de l'histoire. Christopher Daniel Dunch est né le 3 avril 1971 dans le Montana. Son père est physiothérapeute et sa mère enseignante, et tout porte à croire que lui et ses 3 frères et sœurs ont eu une enfance relativement normale. Alors bien sûr, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans les familles, mais les 4 enfants ne semblent manquer de rien. Dunch est plutôt doué à l'école et il pratique également le football américain, sa passion. Ses coéquipiers le décrivent comme quelqu'un qui n'a pas vraiment de talent, qui n'arrive pas à maîtriser les techniques élémentaires, mais qui parvient quand même à atteindre un bon niveau grâce à sa détermination. Il devient même une source d'inspiration pour certains joueurs parce qu'il symbolise un petit peu l'expression « quand on veut, on peut ». Son travail acharné lui permet même de décrocher une bourse pour étudier au Millsaps College dans le Mississippi. Malgré ça, il n'arrive pas à se démarquer et abandonne son rêve de devenir une star du football pour se tourner vers la médecine. En 2010, il obtient son doctorat en médecine et en neurochirurgie à l'université du Tennessee Health Science Center, mais on ne peut pas dire que son parcours soit vraiment classique. Pendant les 3 premières années de son doctorat, Dunch est un étudiant exemplaire. Il rejoint même la prestigieuse société Alpha Omega Alpha Medical Honor Society, qui ne compte que les meilleurs étudiants en médecine parmi ses membres. Mais lors de la 4e année de résidence, il est soupçonné d'opérer sous l'influence de la cocaïne et il est envoyé dans un programme spécial. Après quelques mois, Dunch est quand même autorisé à terminer sa résidence alors qu'il continue à faire la fête toute la nuit et à opérer le lendemain. Il se lance ensuite dans un programme spécialisé dans la chirurgie de la moelle épinière qui a la réputation d'être très difficile. Et sur les 1000 opérations qui sont normalement requises pour valider la résidence, il n'en fait que 100 en 5 ans. Il obtient quand même son diplôme malgré un manque d'expérience assez évident. Alors sur papier, le docteur Christopher Dunch a tout pour être considéré comme un médecin hors pair. Il a un charisme évident, une assurance indéniable et surtout un CV de 12 pages vraiment impressionnant. Il n'a donc aucun mal à se faire engager et commence à exercer au centre médical de Baylor Plano au Texas en 2011. Même si ce poste est la première vraie expérience de Dunch, ça ne l'empêche pas de s'auto-proclamer le meilleur chirurgien de tout Dallas. Le docteur Randall Kirby, un de ses collègues, se souvient d'ailleurs avoir été choqué par l'arrogance de Dunch. Mais bon, il sait aussi que les chirurgiens ne sont pas forcément les personnes les plus humbles et il se dit que Dunch est peut-être juste extrêmement doué dans ce qu'il fait. Son opinion va vite changer quand la première opération que Dunch réalise dans cet hôpital se termine en véritable catastrophe. Ken Fennell, un homme souffrant de douleurs chroniques au dos, consulte le docteur Dunch pour améliorer sa qualité de vie. Après une première opération ratée où le chirurgien opère Ken au mauvais endroit, Dunch convainc Ken de se faire opérer une seconde fois, ce qui aura pour conséquence de laisser le pauvre homme presque entièrement paralysé des jambes. Aujourd'hui, Ken utilise un fauteuil roulant pour se déplacer et il ne peut marcher que 10 mètres avant de devoir s'asseoir. Malheureusement, Ken Fennell n'est pas une exception.
4 patients seront sévèrement mutilés par Dunch à l'hôpital Baylor Plano, dont Jerry Summers, son meilleur ami, qui est d'ailleurs décédé en 2021 des suites de l'opération catastrophique qui l'avait rendu tétraplégique. Le déroulé des opérations ratées du chirurgien est quasiment le même à chaque fois. Il opère souvent au mauvais endroit, sectionne des artères et laisse de nombreux patients paralysés ou avec des douleurs chroniques. Certaines personnes présentes au bloc opératoire affirment que Dunch n'utilisait pas les bons instruments et semblait découper ses patients au hasard. Après le décès de Kelly Martin, dont je vous ai parlé au début, l'hôpital de Baylor Plano pousse gentiment Dunch vers la porte de sortie. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi il aura fallu autant de temps avant que l'hôpital ne réagisse, mais on y reviendra. Comme il n'a pas été licencié pour faute professionnelle grave, mais qu'il a, officiellement en tout cas, démissionné, Dunch se fait très facilement engager au Dallas Medical Center. Comme vous vous en doutez, Dunch continue ses agissements et de nombreux patients seront également sévèrement mutilés. En plus du manque d'expérience de Dunch, d'ailleurs signalé par plusieurs médecins, le chirurgien ne respecte même pas les protocoles sanitaires les plus élémentaires. Une infirmière se souvient par exemple avoir remarqué que Dunch portait la même blouse depuis 3 jours, et ce qui lui a permis de le savoir, c'est parce que la blouse en question était trouée à un endroit et que Dunch ne portait clairement pas de sous-vêtements. Voilà. Sur les 38 patients qu'il a opérés, 35 ont été gravement blessés et 3 ont même trouvé la mort. Et pour les chirurgiens qui opèrent les patients de Dunch pour tenter de réparer les dégâts, il s'agit d'erreurs médicales tellement grossières qu'elles n'arrivent jamais, non seulement aux États-Unis, mais carrément à travers le monde entier. Alors comment expliquer que des opérations ayant la réputation d'être simples se passent de manière aussi tragique ? Là, je vais émettre plusieurs hypothèses, mais au final, on n'a pas de réponse définitive à la question, notamment parce que Dunch a toujours nié sa responsabilité, et on y reviendra quand je vous parlerai du procès. Alors premièrement, une addiction aux drogues et à l'alcool. Je l'ai vaguement évoqué, mais Dunch avait de sérieux problèmes à ce niveau-là. Une de ses amies de l'époque a témoigné en disant qu'il n'était pas rare que Dunch fasse la fête toute la nuit et aille opérer le lendemain en étant encore bourré et drogué de la veille. Ses collègues l'ont aussi vu commencer sa journée par un rail de coke et une vodka orange. Il gardait d'ailleurs de la vodka et des sachets de cocaïne dans le tiroir de son bureau à l'hôpital. Il prenait aussi du LSD et de puissants antidouleurs, genre codéine, bref un mélange pas idéal alors que la vie de ses patients dépendait littéralement de lui. Alors bien sûr, ces problèmes d'addiction ont clairement pu avoir un rôle dans ces tragédies, mais ça n'explique pas pourquoi Dunch n'a tout simplement pas arrêté d'opérer. On en arrive donc à notre deuxième point, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y a un réel manque d'empathie chez Dunch. Une erreur médicale, ça peut malheureusement arriver. Sauf qu'après avoir blessé et même tué plusieurs patients, une personne sensée se dirait « Ok, j'arrête, je peux pas avoir ça sur la conscience ». Mais pas Dunch. Non, lui, il a continué à mutiler des patients, même après avoir causé la mort de Kelly Martin. Il a été qualifié de psychopathe armé d'un scalpel par de nombreux patients et collègues médecins, ce qui en dit long sur l'image qu'il devait donner. On sait également, grâce à certains témoignages, qu'il s'est orienté vers la neurochirurgie, car c'est un domaine très lucratif. Il était donc plus motivé par l'argent que par le bien-être de ses patients. Bon, et en plus du manque d'empathie, on sait que Dunch avait un ego surdimensionné. Je vais vous lire un extrait des emails qu'il envoyait à son ex-petite amie, parce que je pense qu'il parle de lui-même. « Tous mes proches pensent que je suis un mélange de Dieu, d'Einstein et de l'Antéchrist. Car comment puis-je faire tout ce que je veux et franchir toutes les limites de la discipline comme s'il s'agissait d'un terrain de jeu sans jamais perdre? C'est simplement que tous les autres sont humains et que je ne peux rien y faire. Je suis prêt à abandonner l'amour, la gentillesse, la bonté et la patience qui font partie de moi et à devenir un tueur de sang-froid. » Alors même s'il a écrit ses emails sous l'influence de la drogue et de l'alcool, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est assez inquiétant et que ça témoigne d'un vrai souci d'ego et d'empathie. Il est difficile d'affirmer si Christopher Dunch prenait du plaisir en mutilant ses patients ou non, parce qu'on n'a pas véritablement de preuves de ça, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il n'a pas forcément le même fonctionnement que la majorité des personnes. D'ailleurs, lorsque le dernier patient qui l'opère lui dit qu'il ne peut plus bouger la jambe droite ni le bras droit, Dunch lui répond
Eh bien, je sais pas quoi vous dire avant de quitter la pièce. Et enfin, j'aimerais évoquer rapidement le fait que Dunch avait un manque d'expérience indéniable. Je vous l'ai dit, sur les 1000 opérations normalement requises lors de son internat, il n'en a fait que 100. Alors déjà, c'est pas suffisant, mais ça l'est encore moins quand on sait que Dunch a choisi un cursus très difficile et que pour des raisons évidentes, la chirurgie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière est très délicate et complexe. On sait également que son CV était complètement gonflé et qu'il a même falsifié un diplôme en disant qu'il avait obtenu un doctorat en microbiologie au St. Jude Children's Research Hospital, alors que le programme n'existait même pas. Il n'y a probablement pas une seule explication, c'est peut-être ce mélange d'inexpérience, de manque d'empathie et d'addiction qui est responsable des dégâts causés par le Dr Dunch. Mais bref, revenons-en à notre histoire. Même si ça a été très long, Dunch finit enfin par être arrêté grâce aux docteurs Kirby et Henderson qui menacent l'hôpital dans lequel il a été engagé de contacter la presse. Dunch reçoit une suspension temporaire du droit d'exercer la médecine, la presse locale s'empare de l'affaire, puis quelques mois après, il est interdit d'exercer la médecine de manière permanente. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car grâce à l'insistance de l'assistante du procureur de district et aux témoignages de nombreux patients, Dunch est arrêté en juillet 2015, notamment pour 5 chefs d'inculpation de voies de fait graves suite à la mutilation de 5 de ses patients. En juillet 2016, il est reconnu coupable pour voies de fait graves sur Marie Effourde, l'une de ses patientes qui s'est retrouvée paralysée, et en 2017, il est condamné à la prison à vie avec une peine de sûreté de 30 ans. C'est la première fois qu'un médecin est condamné à une peine de prison pour faute professionnelle, et ce jugement a donné lieu à une jurisprudence, c'est-à-dire un précédent. Dunch a évidemment nié toute responsabilité et ne s'est jamais excusé auprès des patients qu'il a mutilés. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste faire un petit encart sur cette espèce d'intouchabilité des médecins et du désir des hôpitaux de protéger leur réputation. Même si la culpabilité de Dunch ne fait aucun doute, c'est bien lui qui tenait le scalpel qui a mutilé ses patients, on est bien d'accord, je pense qu'on peut quand même dire que c'est aussi le système qui lui a permis de continuer ses agissements en toute impunité pendant un trop long moment. Déjà, rappelons tout de même que les hôpitaux tiennent à leur réputation et que renvoyer un chirurgien pour faute professionnelle grave ternirait quand même pas mal leur image. Ils préfèrent donc encourager leur personnel à démissionner et donc comme dans le cas de Dunch, il est très facile pour ces médecins de se faire engager ailleurs. Et puis les chirurgiens spécialisés rapportent en moyenne 2,5 millions de dollars à l'hôpital dans lequel ils exercent. Il y a donc clairement une motivation financière derrière tout ça. Ensuite, vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, mais peu de personnes osent remettre la parole d'un médecin en doute. On est face à une personne d'autorité à qui on accorde notre confiance parce qu'évidemment, on n'a pas forcément les connaissances nécessaires pour la contredire. Même dans le bloc opératoire, c'est le chirurgien qui opère, qui a les pleins pouvoirs et qui prend les décisions. Maintenant, on peut aussi parler des défaillances du système judiciaire de manière générale. Dunch a quand même été autorisé à opérer des patients alors que le Conseil de l'Ordre des médecins de l'État du Texas enquêtait sur lui et une telle enquête peut durer des mois. La plupart des avocats refusent même de défendre les victimes de fautes professionnelles dans le milieu médical car il est presque impossible d'avoir gain de cause tellement les médecins sont protégés. Là, ce que je vais dire est spécifique aux États-Unis, mais il faut savoir que si un médecin perd le droit d'exercer dans un État, il peut faire une demande pour exercer dans un autre État, tout simplement. Bon, le système de santé est très particulier aux États-Unis, et contrairement à la France, il est même totalement autorisé de faire de la publicité pour un hôpital ou un chirurgien par exemple. Dunch a d'ailleurs figuré dans l'une de ces publicités. Le cas du docteur Christopher Dunch n'est pas isolé, malheureusement, mais cette affaire aura au moins servi à attirer l'attention sur les défaillances du système et à créer un précédent. Il y a désormais davantage de vigilance. Il est quand même important de signaler que de nombreux médecins, dont le docteur Randall Kirby, se sont battus pour empêcher Dunch de continuer à mutiler des patients, et il est assez rassurant de voir que la majorité des médecins ont à cœur de protéger leurs patients. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo sur Christopher Dunch. Comme d'habitude, j'espère que ce sujet vous a intéressé et appris des choses. Encore merci à CyberGhost d'avoir été mon partenaire. N'oubliez pas d'aller voir le lien en barre d'infos pour profiter de leur offre.
Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous et en attendant comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where